Bonjour à tous, avant que la vidéo commence, je tiens à préciser qu'il risque d'avoir des images un peu floues sur cette vidéo. C'est un peu à cause du matériel que j'utilise pour prendre les photos pour les animations. Normalement ça sera réglé dans la vidéo prochaine, mais voilà, désolé pour les images floues. Bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans le Lambda Lab. Aujourd'hui on va répondre à une nouvelle question et cette fois-ci on va répondre à la question: quelle est la particule la plus dangereuse de l'univers? Bon, avant de répondre à cette question, on va revenir un petit peu sur le sujet de la dernière vidéo. Je vous ai en effet parlé de la dose absorbée. Mais le problème, c'est qu'en radioprotection, en général, on parle rarement de la dose absorbée. En effet, on s'est rapidement rendu compte que les effets liés aux radiations ne sont pas juste liés à la quantité d'énergie absorbée. Tout d'abord, selon le type de particule qui va nous rentrer dedans, on n'aura pas les mêmes effets, malgré que l'énergie déposée soit égale. Pour prendre en compte cela, on va multiplier la dose absorbée avec un facteur de multiplication, et on parle à ce moment de dose équivalente. Alors, petit détail, cette fois-ci, l'unité utilisée n'est pas le Gray, mais le sievert. Pour faire assez simple, le sievert est un équivalent du Gray, mais quand il n'y a pas de facteurs qui sont utilisés dans le calcul de la dose absorbée, on parle de Gray, et dès qu'on applique un facteur à cette dose absorbée, on parle ensuite de sievert. Cette notion de dose équivalente est apparue dans les années 50, quand on a pu observer que les neutrons faisaient 10 fois plus de dégâts que des photons. On a commencé alors à appliquer un facteur de 10 sur la dose déposée par les neutrons. Cette différence ne vient pas de nulle part. Elle peut s'expliquer par le fait que les neutrons ne perdent pas leur énergie de la même façon que les électrons. En effet, les neutrons, comme leur nom l'indique, n'ont pas de charge électrique, ce qui fait qu'ils ne font aucune interaction électromagnétique. Donc, ils peuvent facilement passer à travers le champ électronique des atomes, surtout que les électrons sont beaucoup plus légers que les neutrons. Les seules interactions possibles pour le neutron seront avec le noyau de l'atome. Ces interactions peuvent exciter le noyau qui va envoyer des photons, voire aussi envoyer d'autres neutrons ou protons en dehors du noyau. Toutes ces possibles réactions font donc beaucoup plus d'effet que les interactions sur le cortège électronique. Alors pour ceux qui suivent, oui en effet le photon n'a pas non plus de charge électrique. Néanmoins en général il va interagir avec le cortège électronique. Mais là je vais éviter de rentrer dans trop de détails au niveau des interactions photon-matière. On va pas faire ça aujourd'hui. Et aussi pour le facteur 10 qui a été calculé dans les années 50, ça ne vient pas d'une théorie, ça ne vient pas d'une équation ou de loi physique ou quoi que ce soit. Non, c'est juste des observations empiriques et c'est tout. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'au fur et à mesure, ces facteurs qui sont mis sur les particules ont été affinés. C'est juste fait par les observations et les mesures faites par les médecins et les radioprotectionnistes. Ce qui fait que les photons et les électrons ont un facteur de 1, les alphas ont un facteur de 20, les protons au-dessus de 5 MeV ont un facteur de 5, et les neutrons ont des facteurs qui évoluent selon leurs énergies, vu que le type d'interaction change aussi avec l'énergie du neutron. Bon, après, c'est vrai qu'en général, on trouve plutôt des sources de photons et d'électrons, ce qui fait que pour une dose déposée de 1 Gray, vous aurez une dose déposée de 1 sievert. Bon, ça n'a pas l'air très intéressant, mais néanmoins il n'y a pas que cela pour savoir les dégâts infligés par les particules. En effet, selon l'endroit où les particules vont déposer la dose, on n'aura pas les mêmes effets. Faut voir ça assez simplement, comme le fait que vous prendre une balle dans la main, ça fait mal, mais bon, vous pouvez vous en sortir, alors que prendre une balle dans la tête, c'est un peu plus compliqué. Et bien en radioprotection c'est pareil, chaque organe a sa propre sensibilité, on applique donc un nouveau facteur pour calculer cette fois-ci la dose efficace encore en sievert. La seule chose c'est que cette valeur est utilisée seulement pour calculer la dose dans un seul organe. Cette valeur de dose étant utilisée pour avoir une meilleure idée des dégâts faits dans certaines parties du corps. Surprenamment, le cerveau a un des facteurs de pondération les plus faibles avec la peau. Et dans les plus élevés, on retrouve les poumons, la moelle osseuse et les seins. Néanmoins, la dose efficace et équivalente sont beaucoup plus dures à déterminer, vu qu'il est plus difficile de mesurer la dose précisément dans tout le corps et ce que les rayonnements ont atteint. Et pour l'estimation de ce genre de facteurs, c'est la même chose que pour les radiations. Elles viennent de différentes études qui ont été menées par des médecins et des radioprotectionnistes, et des organismes forment des normes pour la radioprotection, qui vont donner en fait les différents facteurs pour les différents organes. Alors,
On pourra parler un jour de comment sont faites les normes en radioprotection dans un prochain épisode. Ça peut être une idée de vidéo. Néanmoins, le problème de la dose efficace et la dose équivalente, c'est que c'est très compliqué de savoir réellement la dose déposée dans le corps, surtout la mesurer. Très compliqué de mesurer ça à l'intérieur. En général, ça va plutôt être fait dans des cas de simulation. Non, quand on fait de la mesure, quand on fait de la prévention en radioprotection, on va utiliser autre chose, on va utiliser ce qu'on appelle l'équivalent de dose. Un équivalent de dose est noté H et il est suivi d'un nombre qui indique une profondeur de tissu. On en trouve 3. H10 qui correspond à 10 mm de tissu et qui correspond à la dose déposée en profondeur. H3 qui correspond à 3 mm de tissu qui correspond à la dose déposée dans le cristallin. Et H007 qui correspond à la dose dans la peau. En général, on s'intéresse surtout à la première et à la dernière. Un dosimètre qui s'intéresse à la dose H10 sera souvent posé sur la poitrine de l'utilisateur et sous ses protections radiologiques pour avoir une représentation assez proche de la dose déposée dans le corps. Quant à un dosimètre H007, on le mettra surtout vers les mains, étant l'endroit où la contamination avec des sources est la plus grande. Donc pour conclure à peu près sur ces deux vidéos, premièrement, les particules font des dégâts dans les cellules en déposant leur énergie à l'intérieur, ce qui va endommager l'ADN. Plus il y a d'énergie déposée, plus il y aura de dégâts dans l'ADN. Ce qui fait que vous allez avoir des effets au long terme, voire même au court terme, s'il y a eu une forte exposition en radiation. Deuxièmement, pour calculer la dose, on a 3 valeurs. Premièrement, la dose déposée, qui est la dose déposée par toutes les particules dans le corps, divisée par la masse du corps étudié. Après, ensuite, on a ce qu'on appelle la dose équivalente, qui est la dose déposée multipliée par un facteur qui est lié à la particule qui a déposé son énergie dans le corps. Et du coup, à ce jeu-là, on peut dire que le neutron est la particule la plus dangereuse de l'univers. Même si je ne vous conseillerais pas non plus une douche de gamin non plus. Et enfin, du coup, la dose efficace, qui est la dose équivalente fois un facteur dû à l'organe qui a été exposé par les radiations. Néanmoins, comme je l'ai dit, c'est compliqué de faire ce genre de mesure. Du coup, quand on veut faire de la mesure en radioprotection, quand on veut faire de la prévention, on va utiliser un équivalent de dose qui est littéralement un équivalent de la dose déposée dans le corps. Et dernièrement, oui, en effet, on prend de la dose tout le temps. Vous ne pouvez pas l'échapper. La banane, le café, la Bretagne, tout est radioactif. Je suis désolé. Mais néanmoins, vous êtes tous vivants, vous êtes tous en bonne santé, enfin, je l'espère. Du coup, il n'y a pas vraiment de gros problèmes. Néanmoins, il y a des sites, il y a des endroits où il y a beaucoup plus de radiation. Du coup, comment fait-on pour protéger les salariés? Et comment fait-on pour protéger aussi le public? Eh ben ça, nous verrons ça dans une prochaine vidéo. En attendant, c'était le Lambda Lab, et je vous dis à la question prochaine.